Bienvenue à notre webinaire Réussissez votre implantation au Mexique, une initiative entre le Business France, la CCI France Mexico et la French Tech Mexico, soutenue par la French Tech, la Team France Export et BPI France. En collaboration avec Roberta, je vais animer cet atelier. Roberta, je te laisse faire un petit mot de bienvenue. Bonjour à tous, très contente et ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour cette belle promotion d'un très beau pays, le Mexique. Comme Ager a dit, c'est une collaboration entre Business France, la French Tech et la Chambre de commerce. Donc Business France qui est l'agence publique française qui a commission l'accompagnement des sociétés françaises à l'international, l'identification des investisseurs étrangers vers la France pour les appuyer dans leurs projets d'internationalisation et la gestion des volontaires internationaux en entreprise. Et Ager, donc, je te laisse peut-être présenter notre première intervenante et ensuite je fais la suite. Parfait. Ah, pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons deux invités. Annabelle Morand, CEO Latam de Webedia, que je vais présenter pour commencer. Donc Annabelle a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la tech et est basée au Mexique depuis 2017. Elle est diplômée de Neoma Business School. Elle a connu diverses expériences dans le milieu de la tech. Elle a été notamment Head of Media Group chez 55, également directrice associée chez Isobar et différentes expériences dans la tech. Et aujourd'hui, depuis 2017, CEO Latam chez Webedia. Webedia est une entreprise française qui est spécialisée dans les médias en ligne, présente dans plus de 20 pays. Elle rassemble plus de 276 millions de visiteurs uniques mensuels dans le monde. Annabelle est également membre du conseil directif de la French Tech au Mexique depuis 2017. Donc, un parcours inspirant et fier qu'une femme dans la tech et qu'au Mexique, il est possible de réussir dans la tech et encore plus en étant une femme. Voilà, donc bienvenue Annabelle. Félicitations pour ce parcours. Et je te laisse, Roberta, présenter à Nicolas Bachelier. Merci Ager. Pour compléter donc ce panel, nous avons avec nous Monsieur Nicolas Bachelier, qui est le directeur général adjoint de Premix Technologies, qui est en charge de leur commerce global et du business development à l'export. Nicolas qui est bien présent dans les secteurs de la tech depuis plusieurs années. Il a rejoint Premix en 2005. Et Premix qui est une nouvelle manière d'appliquer le chiffrement. Donc, ils ont développé et commercialisent des logiciels de chiffrement de nouvelle génération. Donc, ils ont des solutions de chiffrement pour interdire efficacement l'accès non autorisé aux informations sensibles, quel que soit le local, la distance. Et ils ont de très beaux clients déjà en France, comme l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Ils ont aussi un logiciel qui a été choisi par le Conseil de l'Europe pour protéger les échanges des fichiers au sein du Conseil de l'Europe. Donc, merci beaucoup Nicolas. Nous savons que votre temps est aussi très précieux comme celui d'Annabelle. Merci énormément pour la disponibilité aujourd'hui. Merci Roberta. Et avant de faire intervenir donc, nos deux invités, je vous propose de faire intervenir donc Pierre-Claude Blaise, qui est le président de la French Tech Mexico. Pierre-Claude est l'un des acteurs clés de la tech au Mexique. Il est président de la French Tech depuis 2016, diplômé de l'ESSEC Business School, et il est également CEO de l'AMVO, qui est l'association mexicaine de vente en ligne. Donc, Pierre-Claude va nous donner un panorama de la tech au Mexique qui vous permettra de connaître les opportunités dans ce secteur et de venir au Mexique. Voilà, bienvenue Pierre. Merci beaucoup Ager et Roberta. Bonjour à tous et enchanté de vous connaître, même si c'est de façon virtuelle, et pour parler de la tech au Mexique. Alors, certains d'entre vous doivent se dire, mais en fait, la tech, on part aux États-Unis, on pense à la Chine, etc. Et en fait, je vais essayer en 5 minutes de vous démontrer
que la tech au Mexique, c'est maintenant qu'il y a des grandes opportunités à saisir. J'ai préparé une petite présentation que je vais donc vous partager dès maintenant et qui s'appelle en fait la French Tech Mexico, terre d'opportunités pour la tech. Alors, pour mettre les choses un petit peu en perspective, quand on parle du continent d'Amérique latine, on parle de 650 millions d'habitants. Et si on rajoute les États-Unis, c'est presque 1 milliard de personnes qui sont à portée. Donc, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui arrivent au Mexique en pensant justement à ce large écosystème auquel on peut bénéficier. On parle aussi de 4,2 milliards de dollars de PIB. Alors, pour être un peu plus concret, en fait, le Mexique et le Brésil, c'est 2,5 milliards de PIB. La France, c'est 2,6 milliards de PIB. Donc, on parle en fait des deux principaux pays d'Amérique latine génèrent à peu près la même valeur que ce que la France génère. Et l'Amérique latine, c'est 3 fois la population de l'Europe de l'Ouest. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas en tête ces chiffres-là, mais ça démontre en fait qu'au-delà de l'Asie, qui est sans doute un continent très intéressant, et l'Amérique latine a un rôle important à jouer. Quand on parle spécifiquement en fait, de la tech et des startups, il y a un certain nombre de chiffres qui sont très intéressants, qui sont par exemple le nombre de deals qui ont été faits l'année dernière. Aujourd'hui, en fait, on a compté presque 800 deals qui ont été faits en Amérique latine. Donc, on voit que c'est 50% de plus que l'année dernière et c'est presque 4 fois plus qu'en 2014 quand on a commencé à comptabiliser. De la même façon, les investissements qui ont été faits en Amérique latine cette année ont été spectaculaires, presque 19 milliards de dollars d'investissement. On voit que c'était multiplié par 4 et par rapport à l'année dernière. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer et actuellement en Amérique latine quand on pense en tech et en nouveaux investissements. Évidemment, vous allez me demander comment ça se passe en termes de licornes. En fait, le nombre de licornes en Amérique latine double chaque année. On estime cette année qu'il y en aura 26. Et vous pouvez voir en fait que, bon, il y en a 3 au Mexique pour l'instant. Mais en fait, on a une quantité considérable de sous-unicornes, donc ces entreprises qui sont sur le point de devenir des unicornes. Donc, on peut dire que en l'espace de quelques années, en fait, il y a une transformation importante qui s'est réalisée. Il y a beaucoup d'entreprises qui décident d'investir et de se lancer au Mexique avant de lancer dans d'autres pays, parce qu'on va voir, c'est un marché qui est très important et en termes de taille. Donc, quelques chiffres complémentaires. On parle de 133 millions d'habitants. C'est le 10e plus grand pays du monde en population. C'est la 15e plus forte économie. Une force qu'a le Mexique, c'est sa proximité avec les États-Unis. Et quand les États-Unis vont bien, le Mexique va bien. Donc, la première économie mondiale a un impact direct sur l'économie du Mexique. Un autre facteur très important, c'est que le Mexique est un pays d'industrie traditionnelle. Et donc, en fait, on trouve notamment l'industrie de la construction, on trouve la banque, on trouve les télécoms, on trouve beaucoup d'industries très, très traditionnelles, évidemment l'agriculture aussi. Mais en fait, en même temps, on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées en termes de digitalisation. Et vraiment, donc, on a un terreau qui est très fertile pour la transformation digitale parce que justement, ces industries traditionnelles, elles demandent qu'à être révolutionnées. Quand je dis que l'économie digitale est bien présente, je vais vous donner quelques chiffres pour le démontrer. On a quasiment 90 millions d'internautes au Mexique, 70% de pénétration d'Internet. Ça veut dire que la pénétration d'Internet au Mexique est supérieure, par exemple, à celle du Brésil ou celle de la Chine. Alors, on n'est pas au niveau de la France encore, mais quand même, il y a une très forte pénétration d'Internet. 90% des Mexicains ont des smartphones. On est un des pays au monde dans lequel il y a le plus grand nombre de smartphones. C'est un des pays dans lesquels les entreprises phares de la tech ont cru le plus vite. Par exemple, Uber. Pour Uber, la ville de Mexico est la 3e ville avec le plus grand nombre de trajets au niveau mondial. Spotify, pendant très longtemps, le Mexique a été le 2e pays en termes d'abonnés. Pour Facebook, c'est toujours le 5e pays en termes d'utilisateurs. Donc, des entreprises très visibles qui ont beaucoup de succès ici. Quand on parle de e-commerce, par exemple, le Mexique a été le pays à plus forte croissance au niveau mondial en 2019, avec 35% de croissance. Avec le Covid, la croissance est presque multipliée par 3. Quand on parle de publicité digitale, le Mexique est le 2e pays de l'OCDE en termes de consommation d'Internet par jour. Il y a beaucoup d'opportunités dans la publicité digitale au Mexique. Quand on parle de FinTech, par exemple, le Mexique est le pays avec le plus grand nombre de startups en Amérique latine, avec 400 startups qui se sont lancées. Donc, c'est vraiment trois exemples de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans l'écosystème mexicain. Donc, une des choses qui a énormément changé, c'est qu'il y a 15 ans, en fait, il n'y avait quasiment pas de start-up. Et là, maintenant, on est en train de voir beaucoup de start-up se lancer et on est surtout en train de voir énormément de fonds d'investissement présents.
Les facteurs clés du succès aujourd'hui au Mexique, c'est d'abord justement l'accès à ce milliard de consommateurs, en comptant l'Amérique latine, mais aussi les États-Unis. Cet écosystème de start-up dont j'ai parlé, qui est vraiment certes naissant, mais extrêmement dynamique. Le capital risque et capital investissement. Aujourd'hui, tous les grands fonds d'investissement globaux et américains spécialement investissent au Mexique. Et on estime que 2/3 des grandes entreprises investissent aussi dans des partenariats avec les startups. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup d'appui en termes de capital. On a de plus en plus de talents formés. On verra peut-être un peu plus tard que c'est aussi une opportunité pour… on manque un petit peu de talent, mais c'est vrai qu'il y a des talents de plus en plus formés. La législation du travail est extrêmement favorable et faible coût d'exploitation aussi. Il est très facile de lancer un business au Mexique. Alors, je parlais des secteurs traditionnels. Et là, on a quelques exemples en fait, de secteurs qui sont en train de se faire et révolutionner ou, je ne sais pas comment dire, challenger par des startups. Donc, que ce soit dans les prêts, dans les paiements, les livraisons à domicile, les supermarchés, les marques, la logistique, l'immobilier, pour citer quelques exemples. Mais il y a beaucoup d'autres exemples, évidemment. La Banque mondiale publie chaque année un rapport qui s'appelle Ease of Doing Business. Et je trouve que c'est intéressant de vous présenter cette slide. En fait, on voit par exemple que quand les États-Unis ont un indice de 84 sur 100, parce que le Mexique a un indice de 72. Donc, c'est plutôt un bon indicateur, en fait. On voit que c'est relativement facile de faire du business au Mexique, spécialement, en fait, et obtenir des crédits, quelque chose de facile. Il y a la possibilité de faire du cross-border, qui est aussi une grosse opportunité, ou ce ne serait-ce que les démarches administratives pour lancer les affaires. Alors, en conclusion, aujourd'hui, le Mexique est en train de se positionner et de facto comme la nouveau hub des startups hispanophones, évidemment rayonnant dans toute la région du Sud, mais aussi vers les États-Unis. Et ça me fait très plaisir que Annabelle et Nicolas aient accepté de participer dans ce panel pour vous parler de façon plus concrète et comment ça se passe avec la création d'une start-up ou le monter une entreprise au Mexique. Merci beaucoup. Merci Pierre. Donc, et effectivement, nous allons passer tout de suite aux interventions, écouter Annabelle et Nicolas, leur expérience de développement commercial au Mexique, leur implantation. Donc, je vais commencer avec une première question pour tous les deux, Annabelle, Nicolas. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous partager quels ont été les éléments qui vous ont convaincu de vous implanter au Mexique? Alors, je ne sais pas, Annabelle, si tu veux commencer. Bonjour à tous. Effectivement, donc, le projet LATAM est un vieux projet chez Webedia. Donc, on est effectivement média en ligne. Qui dit média en ligne dit consommation de la culture. Donc, en plus, il y a un élément fortement local. Et je me souviens, parce que moi, j'ai intégré Webedia pour le projet LATAM. Je l'ai préparé 6 mois à Paris avant de venir. C'est un des éléments dont on pourra reparler, mais qui était super pour pouvoir démarrer ici, préparé. Et je me souviens qu'auparavant, j'étais en lien avec Webedia. Le projet LATAM, c'était au moins depuis 5 ans dans les tiroirs, puisque le CEO du Brésil m'avait appelé, m'avait fait déjà un appel du pied pour créer la filiale. Et donc, mais depuis le Brésil, donc ça ne s'était pas fait. Et on peut comprendre pourquoi aujourd'hui, parce que le Brésil est vraiment à part. Et en fait, c'est l'Espagne qui avait observé une monétisation des sites à hauteur de 40% et 60% en fait, des lecteurs qui venaient d'Amérique latine. Alors, ça nous a après un peu induit en erreur, on pourra y revenir, mais au moins, il y avait une identification du potentiel du LATAM à partir d'un des pays d'Europe. Et puis, la culture aussi de Webedia fait qu'il y avait une volonté aussi très forte de se positionner en Amérique au pluriel. Et c'est vrai que le ticket d'entrée pour les États-Unis étant fort, l'opportunité LATAM, avec tout le potentiel qu'a exprimé Pierre-Claude, était bien identifiée. Après, on a réfléchi à positionner le hub LATAM à Miami, à Mexico, en Argentine, mais le Mexique s'est assez vite imposé. Nous, dans nos métiers d'entertainment, puisqu'on est spécialiste de tout ce qui est cinéma, séries, jeux vidéo, technologie, gastronomie, lifestyle, le Mexique a sa propre culture, une culture très forte. Et notamment, par exemple, en cinéma, on a vu tous les chiffres importants de consommation, mais c'est le 4e pays au monde en termes de cinéma, donc de culture. Et donc, le Mexique s'est assez vite imposé parce qu'il est un des hubs très forts
non seulement de la partie start-up, mais aussi de centres de décision régionaux. Donc, il y a un élément qu'on peut peut-être rajouter dans l'opportunité, c'est cette capacité à traiter un pays, le Mexique, et 23 pays qui partagent la même langue, du Mexique jusqu'à l'Argentine. Et on est pas mal à avoir ce double poste de création de la filiale, non seulement mexicaine, mais aussi qui rayonne sur tout le latin. Nicolas, je te laisse la parole. Merci Annabelle. Nicolas? Oui, très bien. Vous m'entendez? Tout va bien? Oui, enchanté. Donc, écoutez, voilà, nous, notre expérience chez Premix fait qu'aujourd'hui, enfin, je commence par la fin de l'histoire parce qu'on va ouvrir une structure, une filiale à Mexico en janvier. C'est la première filiale que Premix va ouvrir à l'étranger. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on en ouvre deux. On va ouvrir aussi un bureau en Espagne de façon concomitante. Et ça arrive à la fin d'un processus de 3 ans et demi, 4 ans. Il y a 3 ans et demi, 4 ans, Premix, on s'est considéré comme étant prêt à sortir de notre territoire français, tout simplement parce qu'on pense avoir trouvé un certain marché sur notre territoire. Et donc, en fait, on a commencé à partir loin, donc à traverser un petit peu le monde, du Chili au Mexique, à l'Asie. On évite les grands pays comme la Chine, les États-Unis, la Russie, puisque c'est pas trop dans nos typologies de clients, dû à notre métier. On travaille dans la cybersécurité et on offre des solutions qui permettent de se protéger notamment contre l'espionnage industriel et la protection des informations de façon générale. Donc, on est venu au Mexique il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et puis, en fait, on procède de façon très pragmatique. C'est-à-dire qu'on vient sur le territoire, on essaye, on teste différents moyens de tester le marché local. Donc, on a énormément utilisé les services de Business France. On utilise maintenant, on continue à utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, on se tourne aussi vers les services de BPI. Donc, mais on est allé de façon très progressive. D'abord parce que, pour être très clair, il y a 4 ans, on était en culotte courte. Savoir parler, présenter nos solutions dans une autre langue. Alors, la langue étant pas forcément l'obstacle principal, mais il faut savoir adapter les discours aux environnements locaux et c'était pas simple, donc on a dû tout apprendre. Et puis, au terme de ces quelques années, on en est arrivé à la situation actuelle qui est de dire, bon, voilà, on est prêt, on est mûr, on peut y aller sur le territoire mexicain. On estime que il y a un marché qui est pas forcément exactement le même que celui qu'on a chez nous en France et en Europe, mais qui est là, qui est très présent effectivement aussi du fait que le Mexique est proche des États-Unis. C'est un marché où il y a de l'industrie, où il y a des grands comptes, des très grands comptes. On s'est très vite rendu compte que un très grand compte au Mexique, c'est un très 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 grand compte en France, eu égard à la taille du territoire. Et puis on a essayé de commencer à faire du business, à construire un réseau de distribution. On a fait venir une personne en détachement pendant 2 ans. Donc tout ça nous a permis de nous conforter dans l'idée d'avoir en face de nous un territoire prometteur, et donc d'en arriver à cette situation où on a décidé aujourd'hui d'accélérer sur le territoire. Voilà. C'est très intéressant. Je pourrais peut-être enchaîner avec une question aussi parce que nous ne pouvons pas parler d'internationalisation, de stratégie d'internationalisation sans évoquer l'adéquation de produits et services. Et je pense que tous les deux ont parlé un peu de ça, tant Annabelle et que Nicolas. Quand on part ailleurs, donc depuis la France, quand on a notre solution qui marche très bien en France, même en Europe parfois, et là, quand on vise un marché à l'international, certains marchés ont besoin de plus d'adéquation que d'autres. C'est-à-dire, il faut comprendre la manière dont on consomme dans ces pays, donc au Mexique. Il faut comprendre si mon produit, mon service, il est vraiment utile de la manière dont je présente aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en Amérique latine la tropicalisation des solutions et produits. Donc, je voulais
avoir votre avis parce que c'est pas quelque chose de simple dans la stratégie d'une société. Et je voulais voir comment vous avez vécu ça, tant au sein de Primix que Webedia. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est vrai, il y a vraiment un besoin fort d'adéquation des produits et services? Donc, je ne sais pas qui veut répondre. Je peux continuer. Alors, oui et non. Nous, c'est assez paradoxal parce que c'est un produit finalement unique, consommable une fois. C'est du contenu, ça va être une campagne faite par un influenceur, ça va être la production d'une vidéo pour une marque, donc une campagne publicitaire, etc. Donc, c'est pas un produit, c'est un produit qui s'exerce qu'une seule fois. Pour autant, on a une stratégie à l'international assez standardisée dans le modèle. C'est-à-dire toutes les filiales de Webedia, moi je suis la dernière, je suis le dernier bébé, mais avant, la stratégie a été d'ouvrir le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, Moyen-Orient, Turquie, un peu États-Unis sur certaines activités. Et en fait, le modèle était similaire. Donc, en fait, c'était plus une question de management, de mettre un Français à la tête de la structure qui comprenne le modèle et qui, après, s'appuie sur des ressources et des forces locales. Parce que quand on parle de culture, il faut forcément avoir la connaissance locale. Donc, en fait, c'est un mix de standardisation et d'adaptation qui passe par les équipes. Donc, moi, l'enjeu très vite, ça a été le recrutement des personnes clés à la tête des marques que nous portions. Et d'ailleurs, ça a été plutôt une réussite. Alors, les ressources humaines, c'est un très gros sujet au Mexique parce qu'à la fois, il y a des compétences, comme le soulignait Pierre-Claude, mais il n'y en a pas assez, compte tenu de la taille du pays et de la puissance de la croissance du digital. Donc, c'est un vrai sujet. Mais pour le coup, moi, les managers d'il y a 4 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui à 80% de mes lignes de business. Et il y a une forte ouverture du marché mexicain à de nouveaux modèles, ils sont très curieux et très positifs d'emblée sur les produits technologiques et les produits en général venant de l'étranger et de la France particulièrement. Alors, ma réponse sera un petit peu différente. Si je devais répondre si j'étais américain et que je répondais à cette question, je vous dirais qu'effectivement, on vend des choses totalement différentes au Mexique par rapport à notre pays d'origine, tout simplement parce que les réseaux de distribution sont évidemment très différents, les mentalités sont différentes, les moteurs d'achat sont différents. La réelle maturité en termes dans notre domaine de la cybersécurité sont très différentes et sont différentes par secteur aussi. Hein. Enfin, on se rend compte que aussi il y a des bon, on travaille par exemple en Europe pas mal dans le secteur public. Bon, en France, en l'occurrence, on travaille beaucoup avec l'État. Au Mexique, c'est une fédération, donc ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Donc la façon de commercialiser, d'aborder et d'aller sur le marché mexicain est évidemment très différente. Maintenant, si je vous réponds en tant que Français, on édite des logiciels, on the shelf, comme on dit. Nos logiciels, on ne les adapte pas, sinon ils sont traduits évidemment dans toutes les langues, mais on ne les adapte pas, donc on doit vendre la même chose, le même objet, et les clients sont toujours des utilisateurs en face et on compte nos licences par utilisateur. Enfin voilà. Donc la réponse est évidemment entre les deux, hein, mais c'est évident que c'est très important Enfin, nous, on se rend compte de l'importance que ça a de comprendre d'abord l'environnement dans lequel on veut se projeter avant d'envisager de pouvoir écrire un business plan. Enfin, déjà, et encore, quand on l'écrit, on se creuse encore la tête aujourd'hui. Donc, on n'a pas encore toutes les clés, même si on commence à avoir pris des premières positions en termes de succès client et de structuration des réseaux de distribution.
Merci Annabelle, Nicolas, pour vos retours. Nicolas, ce que vous vous venez nous partager un petit peu, donc vous nous avez mentionné que vous allez justement ouvrir la filiale donc l'année prochaine, prochainement au En janvier. Mexique. C'est en Voilà, cours, donc là. vous avez d'abord commencé par, je dirais, j'imagine toute une partie de prospection accompagnée par Business France, sûrement un développement d'un réseau de distributeurs. Enfin voilà, une expérience peut-être différente à celle d'Annabelle au niveau de Webedia. Est-ce que vous pourriez nous partager finalement aujourd'hui, en janvier, vous décidez d'ouvrir la filiale au Mexique. Quels ont été les 3 points essentiels de réussite de votre développement au Mexique qui aujourd'hui vous ont permis de décider de créer la filiale prochainement? Alors, bon, je ne sais pas si je peux résumer en 3 points, mais la démarche qu'on a eue, et puis on n'a pas encore en phase de succès aujourd'hui, hein, on est en phase où on sait on a en face de nous un marché à conquérir et sur lequel on est maintenant assez convaincu qu'on a une place à y prendre. Voilà, hein, c'est ça l'état des lieux aujourd'hui. Mais bon, ce qu'on a fait, nous, c'est de façon très pragmatique, c'est qu'on est venu sur place, on est venu user nos baskets en utilisant beaucoup, je vous disais tout à l'heure, les services de Business France et de la Chambre de commerce aussi d'ailleurs. À l'époque, c'était deux structures qui travaillaient de façon séparée, soit à travers au départ des missions de prospection groupée, des missions de prospection individuelle, parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus adapté à notre business, donc c'est-à-dire ciblé sur nos requêtes et les clients qu'on visait et les partenaires qu'on visait. Et donc, on est revenu, on a commencé à percevoir de l'intérêt chez des clients, à se rendre compte que la distance et la langue faisaient que il fallait être sur place, il fallait investir sur place, il fallait avoir quelqu'un qui parle très bien espagnol sur place et il fallait aussi avoir un réseau de distribution mexicain. Donc, on a choisi d'y aller par pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a mis quelqu'un en détachement pendant 2 ans. Envoyé de France, donc c'est une salariée française qui parlait évidemment très bien espagnol, mais qu'on a envoyé sur place. C'était dans notre démarche de compréhension du marché. Et puis, elle a fait un très bon travail au point qu'aujourd'hui, on a effectivement, je vous disais tout à l'heure, signé des premiers succès. Alors, ce n'est pas des succès d'envergure en termes de chiffre d'affaires, mais c'est des succès remarquables en termes d'étoiles à accrocher hein, sur une épaulette, c'est-à-dire c'est des beaux noms mexicains. Et puis, on a réussi à signer un accord de distribution avec un très gros distributeur dans la cybersécurité au Mexique. Je me demande si ce n'est pas le plus gros, qui draine un réseau de plus de 1000 revendeurs derrière. Donc, on est dans ce modèle de distribution. Donc, à partir du moment où on a calé un modèle de distribution qui tient la route, on commence à avoir des partenaires derrière qui sont formés, qui sont montés en compétences, qui semblent savoir commencer à détecter des opportunités. Et à partir du moment où on sait qu'on s'est signé des affaires, même si elles ne sont pas encore très grosses aujourd'hui, mais qu'elles le deviendront demain, disons qu'on réunit des signaux qui sont positifs et qui font qu'on en arrive à un stade où maintenant, si on veut pouvoir y arriver, il faut y aller, quoi. Voilà. Donc y aller, ça veut dire aussi faire appel à d'autres types de services. Je vous parlais de BPI tout à l'heure. Donc là, forcément, dans le cadre de cette création de structure, on est en train de mettre en place des systèmes de type garantie, projet international, assurance prospection, etc. On continue à travailler avec Business France parce qu'on a besoin de confiance locale et de personnes localement pour pouvoir nous reposer sur eux. La dernière prestation qu'on a fait avec eux, c'était justement sur l'aide à la création de la structure. Tout simplement parce que moi, je ne connais pas d'avocat de confiance au Mexique, je ne connais pas de comptable de confiance. Et quand on crée une structure, il faut être capable de pouvoir s'entourer de personnes de confiance, et puis d'avoir aussi des conseils sur la typologie de la structure, etc. Donc on a profité de l'expérience de Business France sur ces sujets-là. Enfin, voilà, en gros, moi, ce que je conseille, c'est ça, hein, c'est de se faire sa propre opinion. Et elle ne se fait pas forcément très rapidement. Voilà, il faut la construire dans le temps. Ça prend du temps, alors il faut avoir le temps. Mais enfin bon. Et puis se faire aider, quoi. Se faire aider. Alors nous, dans notre cas de figure et de nos business, c'est vrai que on a naturellement, on s'entend bien avec les services de l'État comme
comme Business France, BPX, enfin Business France en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'on travaille aussi avec pas mal avec des gouvernements, même si ça représente qu'une part très minoritaire de notre chiffre d'affaires. Mais donc voilà, donc pour moi, c'est les deux arguments importants et forts pour moi, c'est aller sur le terrain, voilà, et puis savoir s'entourer, quoi. Merci Nicolas. Je t'en prie. Oui, nous, on a les deux conclusions sont valables, aller sur le terrain et savoir s'entourer, mais en revanche, on l'a fait un peu plus aux routes. Moi, je ne parlais pas vraiment espagnol quand je suis arrivée. Voilà, on n'a pas passé 2 ou 3 ans à venir ici avant. On a passé plus de temps j'ai passé plus de temps à faire des allers-retours à Madrid pour comprendre le modèle qu'à venir ici. C'était peut-être une erreur. Je ne suis pas passée par le programme qu'on vous offre. Et ça, moi, j'aurais aimé avoir ce genre de service. Et peut-être que ça a un peu manqué. Après, voilà, ça s'est très bien passé quand même. C'est-à-dire qu'on a fait quand même une chose, c'est qu'on a créé la structure juridique avant de venir, parce que je savais que la partie process administratif, notamment sur la partie migration, donc pouvoir, moi, récupérer le droit de travail, la fameuse carte verte, qui permet après d'avoir la possibilité d'embaucher, d'ouvrir un compte, etc., qui est quand même qui déverrouille un peu tout. Il fallait que ce soit fait le plus tôt possible avec la création d'entreprise, parce qu'il y a des étapes qui sont incompressibles. Et donc, pour pouvoir opérer dans le pays, c'est relativement facile, mais il y a quand même un temps. Et donc, on a dû créer la structure en mai. Moi, je n'ai pas eu le bon montage au démarrage, donc on peut aussi avoir le droit de se tromper au départ, et ce n'est pas grave. Je pense que ça ne m'a pas trop gênée quand même d'un point de vue business. Mais j'ai fini par résoudre à peu près tous les problèmes opérationnels, etc. en décembre. Donc, mai, décembre, voilà. Donc, la première année était un peu à blanc. Et puis, il y a quelque chose, donc je parlais du produit effectivement standardisé, mais la façon de faire du business au Mexique est particulière. Et si ce process administratif de la création d'entreprise jusqu'à pouvoir bien opérer est un tout petit peu par étape fastidieux, le référencement aussi en tant que fournisseur pour les clients, Mexique, c'est une tannée. Donc, nous, on a deux angles, les agences médias qui donc portent les budgets pour nos clients et les clients directs. Alors, c'est un peu plus rapide quand on doit se faire référencer auprès des clients, mais je n'ai jamais vu ça et bon, tout le monde le dit également, quoi. Il faut quasiment 1 an pour être référencé, donc ça prend du temps, de paperasse inutile, etc. Donc là, par exemple, moi, je croyais que j'étais dans une impasse parce que les clients voulaient travailler avec nous et nous tester. Et en fait, on ne pouvait pas parce qu'on n'était pas référencé au niveau des agences, etc. Mais après, il y a toujours des solutions. Donc, j'ai eu l'aide, par exemple, d'une autre boîte française qui m'a porté mes campagnes le temps que je me fasse référencer. Donc, voilà, il y a toujours des solutions au Mexique pour avancer et pour avancer relativement vite. Mais c'est vrai que s'appuyer sur les réseaux locaux, moi, à l'époque, la French Tech m'avait par exemple beaucoup aidé, ne serait-ce qu'en me donnant le nom d'une succursale, d'une banque qui, en fait, acceptait de ne pas appliquer les process et donc de m'ouvrir mon compte sans que j'aie mon visa. Donc, bon, après, voilà, c'est des choses qui peuvent se régler au fur et à mesure, mais c'est des problématiques, c'est vrai, en mode start-up, qui sont importantes pour gagner quelques mois en termes d'opérations sur le terrain. C'est intéressant ça, et j'en profite parce que ces conseils pratiques sont très intéressants, très parlants aussi. Je pense que, et même le regard, en regardant vous deux, vous avez des stratégies pas totalement similaires, mais parce qu'évidemment, chacun a dû adapter d'une manière différente, non seulement la stratégie, le produit. Mais je voulais quand même développer un peu plus cette dernière partie dont tu as mentionné, Annabelle, sur
les acteurs un peu clés au démarrage parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui arrivent, elles créent leur société déjà, elles ont des projets Greenfield, elles commencent avec une société de droit local pour ensuite commencer à vendre. Et elles vont directement frapper les portes des clients. Bon, nous, avec la CCI, enfin, les Business France et puis la French Tech, l'idée, c'est justement ça, c'est de pouvoir les guider sur quels sont, identifier les meilleurs prospects dans un premier temps pour qu'elles puissent développer leur services, solutions de manière plus rapide. Mais je voulais votre expérience sur ça justement. Donc vous avez, avec Webedia, vous avez utilisé des partenaires quand vous êtes arrivé pour justement des partenaires qui avaient déjà un réseau, parce que le Mexique a une taille impressionnante si on compare avec la France, donc des partenaires qui avaient déjà eux un réseau. Vous avez frappé la porte des clients, comment ça s'est passé? Et puis pour Premix aussi, finalement, parce que Premix qui vend non seulement à l'État, mais aussi à des grands groupes, comment ça s'est passé? Est-ce que vous frappez directement la porte des grands groupes? Quels sont vraiment les acteurs? Pas forcément pour le côté prospection commerciale ou implantation, mais en termes de vente. Alors nous, comme je le disais, en fait, on a deux grandes catégories, c'est les annonceurs et les agences. Les agences, finalement, sont mondialisées. Il y a 5 groupes d'agences qui sont les mêmes, quels que soient les pays. Et après, la typologie des clients et la typologie de clients est relativement similaire à ce qu'on va trouver dans d'autres pays. Je donne un exemple. Donc, on a lancé Allociné ici. Allociné fait la promotion des films quand ils sortent. Donc, un Amazon Prime va faire une campagne sur Allociné en France. Amazon Prime, Mexique et Latam, on a la chance d'avoir 2 clients, va faire la promotion de son lancement ici, peut-être sur des titres différents, parce que justement les séries, les films en production originale sont différents, mais c'est le même client qui a une même force et pour qui on va pouvoir aussi dire, je m'appelle Webedia, je travaille avec toi en Europe, tu connais ma marque en Espagne, Sansacine, j'ai Sansacine au Mexique et je peux te vendre ma compagnie. Donc en fait, on a une facilité, nous, à reproduire ce système de distribution qui fait qu'effectivement, on est peut-être allé assez vite sur les rendez-vous de prospection. J'en parlais à Gère, je pense que pour le coup, ça a été peut-être… ce qui nous a manqué, nous, c'était de pouvoir parler avec des pairs, c'est-à-dire d'autres publishers, d'autres marques médias. Et on ne l'a pas fait parce que ça ne nous est pas venu à l'idée. Et je pense qu'on aurait peut-être gagné en expérience là-dessus dès le départ. Mais pour le coup, le business model était relativement reproductible. Après, sur les réseaux et ce qui fait qu'on a pu créer en local l'entreprise, etc. Donc, Webedia avait une culture de M&A et donc a acheté beaucoup d'entreprises. Et quand on a créé la structure juridique ici, on s'est un peu trompé parce que ce sont les avocats d'affaires de Webedia qui sont venus pour faire cette création d'entreprise. Et finalement, les avocats d'affaires, ce n'est pas tout à fait les mêmes que les avocats de start-up. Et donc, l'écosystème auquel on a été exposé au tout démarrage n'a pas été le meilleur, dans le sens où il faut un avocat pour créer la structure, qui soit connecté à un comptable, qui soit connecté à un avocat migratoire et la banque. Et donc, il y a des écosystèmes facilités. Et nous, on n'a pas été sur le bon au démarrage, mais après, j'ai pu changer au bout de 4 à 5 mois grâce à tous les réseaux locaux, la Chambre de commerce, Business France, French Tech, que je consultais sans hésiter via les groupes de diffusion notamment. Moi, si je devais vous parler un petit peu de notre expérience client, enfin de la façon dont on va au marché, enfin, bon, c'est aussi très pragmatique. Alors, on est dans un domaine, la cybersécurité, qui est très atomisé en termes d'offreurs, hein.
qu'à regarder rien qu'en France, il y a énormément de start-up, de sociétés qui travaillent dans ces domaines-là. Et quand on parle d'éditeurs, enfin de fournisseurs de solutions, hein, et non pas de fournisseurs de services, il y en a beaucoup et pour autant, ils ne sont pas tous concurrents. Enfin, nous, on a très peu de concurrents en France et en Europe. On est sur un marché qu'on considère plus en devenir et qui est pas encore du tout mature, qui l'est encore moins au Mexique, enfin sur des territoires en Amérique latine et aussi au Mexique. Donc la façon d'aller au marché, sur le marché, enfin d'aller, c'est d'abord en allant chez des clients. Hein, donc on n'a pas le choix. On fait de la prospection directe, même si on est dans un modèle de vente indirecte. On doit être dans un modèle de vente indirecte parce qu'on ne sait pas supporter nos produits en 45 langues et on ne sait pas non plus créer une structure locale pour faire du support et de l'intégration de solutions. Enfin, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On est un 100% vendeur de solutions, éditeur de logiciels. Donc, à la fois, on a choisi d'aller comprendre et sentir le marché en allant voir des clients, en allant voir des partenaires, parce que c'est les partenaires qui font les projets chez les clients, qui font l'intégration chez les clients, le plus souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent. Et c'est eux qui doivent monter en compétences pour être capables de promouvoir nos solutions et de les mettre en œuvre, de les vendre et de les mettre en œuvre chez les clients. Mais enfin bon, on se rend compte quand même qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir une présence directe chez les clients, tout simplement parce qu'on est sur des solutions qui sont un petit peu techno, qui méritent quand même d'être expliquées dans les détails et enfin, dont le marketing doit quand même être adapté. Et ça, il ne peut pas être adapté par des tiers, il doit être adapté par nous. Avec l'aide de tiers, évidemment. C'est toujours dans cette démarche très, très, très orientée client, pragmatique, aller sur le terrain, qu'on a trouvé notre voie. Alors après, je ne sais pas si on a encore trouvé la bonne, et puis on n'a pas encore la réponse à toutes nos questions. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on est sur un marché où c'est pas forcément facile de se faire payer. C'est vrai que c'est un marché qui est aussi très atomisé parce que très grand en termes de prestataires, d'intégrateurs. Hein. Je disais qu'on avait un distributeur qui gérait 1000 ou 1200 intégrateurs derrière. Donc, ça veut dire qu'on est incapable de tous les toucher, même s'il n'y en a qu'une toute petite partie qui nous intéresse. Il faut quand même qu'on trouve les moyens, avec nos moyens, d'aller au plus grand nombre de clients. Hein. Et c'est vrai que comme on travaille nous beaucoup dans le domaine privé, dans les grands comptes, c'est le coût d'acquisition, enfin le coût non pas d'acquisition, mais le coût pour toucher un client, le bon client dans le grand compte ou les bons interlocuteurs dans le grand compte est important parce que aujourd'hui ils sont très sollicités et donc il faut aussi qu'on puisse s'appuyer sur des relais pour ça. D'où l'importance d'avoir un réseau de distribution, quoi. Voilà. Merci à tous les deux pour ces informations. Il nous reste 15 minutes avant la fin de notre webinaire. Je pense qu'il serait intéressant de passer aux questions de notre public. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a là une question qui est: quelle image ont les Mexicains grand public des entreprises françaises? Avis favorable ou pays trop lointain et mal connu? Annabelle, Nicolas. Peut-être Annabelle, toi qui es au Mexique, peut-être que tu peux donner un peu plus ton expérience. Il y a une prime à être étranger, il y a une bienveillance, il y a un très bon accueil. Après, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de là où on vient, c'est le produit qui va être important et la chance qu'on peut avoir en France, c'est d'être un peu plus mature en termes de digital, donc d'avoir déjà expérimenté son produit, etc. Et donc, compte tenu du niveau d'adoption des technologies, du e-commerce qui a explosé pendant la pandémie, mais qui était quand même en retard, etc. Enfin, il y a une grande opportunité à venir avec son produit et à le défendre. Mais oui, il y a une opinion plutôt, il y a une bienveillance, une opinion plutôt positive à l'égard des étrangers. Et je me permettrais de rajouter peut-être sur la présence française un petit peu au Mexique. Sachez qu'il y a une très grande histoire entre la France et le Mexique. Au Mexique, on compte 550 filiales françaises qui sont au Mexique.
les entreprises françaises sont présentes dans tous les États du Mexique. Donc, il y a quand même… et puis, en général, les produits français, les marques françaises sont très appréciées par les Mexicains. Donc, on a quand même l'image française est quand même assez bien. On fait aussi l'effort de parler et de s'intéresser à la locale. Et on fait partie des quelques pays qui font cet effort-là. Ce n'est pas forcément le cas des Américains. Donc, on a une prime par rapport aux Américains, une bienveillance supplémentaire. Il y a également une autre question. Donc, connaissez-vous des SAS français, services en ligne avec une filiale au Mexique? Il y en a plein. Moi, je suis en train d'aider une des filiales de Webedia qui s'appelle Localou Partout, donc qui propose des solutions pour optimiser la présence des magasins physiques dans le digital, donc optimiser cette visibilité-là. Et du coup, on porte leur contrat, etc. Et ils arrivent à faire du développement commercial depuis l'Europe. Donc là, on les aide à facturer, à pouvoir faire les contrats avec leurs clients. Et ils vont créer leur filiale à terme. Il faut faire attention parce que justement, ce référencement, encore une fois, il prend du temps. Donc plus tôt on le fait, plus tôt on crée la structure, mieux c'est. Mais après, encore une fois, il y a des partenaires qui peuvent aider à cette période un peu entre deux où il y a du développement commercial international et pas encore de structure juridique. Mais merci Annabelle. Des exemples de ça, s'il y en a plein, Pierre-Claude doit en avoir. Voilà, Pierre, je ne sais pas si tu veux intervenir sur cette question, si y a des éléments de réponse complémentaires. Tu es en mute, Pierre, on ne t'entend pas. Merci. Il y a un exemple de grosse boîte, grosse SaaS et un exemple de petite boîte. La grosse boîte, c'est PrestaShop. Okay, donc PrestaShop, ils sont présents au Mexique. Alors, ils n'ont pas une démarche très agressive, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé quelqu'un qui est assez jeune en fait, pour ouvrir la filiale ici, et avec un succès certain. Mais voilà, donc c'est un exemple concret d'une entreprise qui s'est implantée ici. Et SparkUp, qui est une entreprise on va dire, de gamification d'événements. En fait, c'est une plateforme qui est complémentaire avec Zoom pour rendre les événements virtuels plus intéressants, plus d'interactions aussi qui s'est installé ici. Donc, Fabien, si tu veux, je pourrais te mettre en contact après avec eux si tu veux des discussions plus spécifiques, mais c'est tout à fait faisable. Et je crois que ce qu'a répondu Annabelle est tout à fait juste. Tu peux utiliser des gens ici localement en attendant de monter une structure. Moi, de mon expérience, en fait, c'est que le Mexique, c'est un pays de réseau. Donc, si tu veux avoir du succès rapidement, il vaut mieux mettre des gens solides dès le départ, en fait. Okay, et si tu vas à petits pas, tu n'auras pas des résultats forcément très, très rapidement. Donc, c'est un pays dans lequel beaucoup de choses peuvent se faire à condition de développer le réseau. Merci Pierre. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Il nous reste 10 minutes. Donc, merci Annabelle, Nicolas pour tous ces éléments d'information sur votre expérience au Mexique, au niveau de votre filiale, de votre développement commercial, un petit peu tous les conseils que vous avez pu donner à notre public. Et aujourd'hui, on aimerait donc vous partager avec Pierre et Roberta une initiative de nos 3 institutions pour pouvoir accompagner les startups, les scale-up françaises et au niveau de leur développement commercial et implantation au Mexique avec un programme clé en main. Comme vous avez pu le voir avec ce qu'a pu nous mentionner Annabelle et Nicolas, l'importance d'être bien accompagné, de s'adapter au marché en local sont des éléments importants pour pouvoir, je dirais, réussir au Mexique. Et nous voulons vous proposer un programme qui va vous permettre une réussite autant commerciale que d'implantation au Mexique. Donc, Roberta, je te laisse commencer pour présenter notre programme à notre public. Bien sûr, oui. Est-ce que… alors, je vais peut-être partager donc mon écran. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça arrive, voilà. Vous voyez? Oui. OK. Voilà, donc
L'idée, en fait, en regardant tout ça et à force d'accompagner donc, les sociétés, nous, au Centre de Business France, on a accompagné ici, cette année, en 2021, on a accompagné plus de 800 sociétés françaises en Amérique latine. Donc, l'idée, c'était justement de comprendre quels sont leurs besoins et comment on peut les aider au mieux. Et du coup, avec la Chambre de commerce et la French Tech, nous nous sommes réunis pour créer un programme d'accélération afin de vous aider dans ce processus de développement et implantation au Mexique. Donc, l'idée du projet, c'est avec un appui aussi de la French Tech, avec un funding de la French Tech, l'appui du gouvernement français, parce que nous avons aussi des chèques relance export qui sont, parce qu'il y avait une question dans les chats tout à l'heure que j'ai vu, enfin, l'appui aux sociétés françaises qui souhaitent démarrer. Il y en a, par exemple, la BPI peut vous aider. On a les chèques relance export qui sont disponibles aussi pour les sociétés qui sont éligibles. Et donc, les buts du programme, c'est ça, c'est commencer par un programme d'accélération. Donc, avec Business France, nous allons identifier les prospects, que ce soit des partenaires, des clients potentiels qui seront potentiellement intéressés par votre solution et vos services. Nous allons entrer en contact avec eux, vous mettre en relation avec ceux qui ont démontré un intérêt par votre solution et service. Et ensuite, on passe la balle à la Chambre de commerce qui va s'occuper de vous pour la partie implantation. Donc, je ne sais pas si Agère, tu veux juste compléter la partie implantation et puis on parlera des délais et d'inscription aussi. Tout à fait. Merci Roberta. Effectivement, après avoir réalisé tout le programme plus de prospection avec la French Tech ou en parallèle, avec la Chambre, nous, on vous propose d'avoir un diagnostic et un plan d'action personnalisé pour votre implantation. Et ça passe par différentes, je dirais, actions. Une première phase qui est très importante sur ce que nous a bien mentionné Annabelle et Nicolas, c'est de bien connaître le marché. Donc là, on vous propose une formation complète avec des ateliers sur différents thèmes, des thèmes comme les thèmes, la création de la société, tous les aspects légaux, mais aussi tous les aspects autour de la comptabilité, autour de la propriété intellectuelle, autour du recrutement, différents thèmes que nous vous proposons autour d'ateliers avec des experts francophones en local pour bien vous donner tous les éléments d'information pour mieux connaître le fonctionnement du marché mexicain. Ensuite, vous bénéficiez d'un soutien de votre projet avec du mentorat. Les mentorats sont des entrepreneurs français qui sont déjà implantés au Mexique qui pourront vous accompagner pendant plusieurs heures sur votre projet. Vous allez bénéficier aussi avec ce programme d'un bureau attitré pendant 6 mois au sein du centre d'affaires de la CCI, accéder aux différents événements organisés par la Chambre, mais également par la French Tech pour créer votre réseau, puisque, comme l'a bien mentionné Père Claude, le Mexique, c'est un pays de réseau, et donc c'est important de créer son réseau. Donc, avec ce programme, vous accédez à nos différents événements et vous allez pouvoir commencer à connaître les startups mexicaines, les acteurs clés du réseau en termes de tech. Vous avez également accès à l'adhésion à la membership de la Chambre. Donc, vous êtes membre pendant 1 an à la CCI et aussi à des contacts privilégiés pour toute la partie gestion administrative. À partir du moment où vous vous implantez au Mexique, vous avez besoin de domiciliation fiscale, de services comptables, de services légaux, de services juridiques et nous vous apportons tous ces contacts pour assurer votre réussite en termes d'implantation et éviter tout petit souci ou erreur, avoir les bons contacts. Voilà dans les grandes lignes tout l'appui en termes du programme de la partie implantation. Parfait. Merci, Agère. Et donc, pour inscription, nous avons au Mexique Maria Gutiérrez Maria Idel qui pilote le projet depuis Business France donc au Mexique et Agère, évidemment. Donc, vous pouvez contacter. Nous allons laisser peut-être dans les chats, Agère, on peut laisser dans les chats vos mails. Comme ça, ceux qui souhaitent peuvent rentrer en contact parce que les inscriptions vont jusqu'à fin janvier.
Donc, jusqu'à fin janvier, vous pouvez rentrer en contact avec Ager ou Maria Aibelia pour s'inscrire parce que aussi, si vous souhaitez bénéficier du chèque Relance Export et voir s'il y a d'autres manières aussi de financement possibles, nous pouvons vous aider sur cette démarche. Voilà, donc ne perdez pas cette opportunité parce que l'accélération et implantation au Mexique, c'est pas toujours qu'on a un programme comme ça, mais la tech au Mexique, c'est maintenant, comme on a dit tout à l'heure. Merci Roberta. Effectivement, profitez de ce programme, c'est le bon moment. Vous avez un programme clé en main qui vous permet d'être accompagné dès le début en vous assurant une implantation efficace. Donc, profitez en tarif préférentiel que nous vous proposons aujourd'hui, cette année, grâce à l'appui de la French Tech à Paris. Donc, nous allons vous partager la plaquette du programme avec la fiche d'inscription. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Maria pour plus d'informations sur ce programme et nous espérons vous voir très bientôt au Mexique. Donc, il nous reste 2 petites minutes. Si vous avez, s'il y a 1 ou 2 questions de plus, on est ouvert. Sinon, je laisse Pierre, Roberta, Annabelle ou Nicolas. Si vous avez un dernier petit message à passer à notre public, allez-y. Merci beaucoup à tous en tout cas pour participer. Et puis, n'hésitez pas à vous lancer. En fait, on a beaucoup de cas de succès d'entrepreneurs français qui se sont lancés au Mexique. Et Annabelle est un très bon exemple. Pareil, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Il y a un point important, c'est qu'il fait bon vivre au Mexique. Donc, voilà, donc, ça ne gâche pas le reste du programme, au contraire, donc il ne faut pas hésiter. C'est ça, il y a ça aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, depuis la France, depuis le Mexique ou depuis ailleurs, dans notre ville. Moi, en tout cas, je ne suis pas dans la ville de Mexico aujourd'hui, mais merci Nicolas, merci Annabelle, Pierre Ager, Maria qui est là également. Et à très bientôt, j'espère.